hâte de commencer. Et je vais partager maintenant mon écran avec vous. J'espère que tout le monde peut voir. Donc, je vous rappelle que l'interprétation est disponible en anglais, en espagnol et en français. Vous pouvez donc cliquer sur le pour choisir le langage de votre préférence. On vous demande d'éteindre votre micro quand vous ne parlez pas. On vous invite également à éteindre votre vidéo si votre connexion est faible. On vous demande également de parler lentement et d'articuler pour faciliter l'interprétation. Donc, la transcription live est disponible et sera accessible en bas de l'écran très bientôt. On vous demande également de vous renommer en écrivant votre nom, votre organisation, le lieu depuis lequel vous vous connectez et votre langue. Enfin, la langue dans laquelle vous allez participer à la session d'aujourd'hui. On veut également vous prévenir que l'on va enregistrer la session. Donc, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez anonymiser votre nom et éteindre votre caméra. Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Alors, on peut maintenant commencer donc, ce webinaire sur l'élimination du carbone. Donc, c'est un webinaire dont le titre a été très bien choisi. Donc, ce qu'on a écrit, donc, c'est démêler le vrai du faux sur le carbone, parce que ce sont des sujets sur lesquels on ne parle pas assez. Ce sont des sujets qui sont souvent délibérément cachés. Littéralement, il n'y a pas eu de vraie conversation sur est-ce qu'on a besoin de techniques d'élimination du carbone. Et on a beaucoup de géo-ingénierie et d'initiatives de monoculture et de plantation en monoculture qui reçoivent énormément de financement avec donc ce prétexte d'éliminer le carbone. Donc, quelles sont les implications en termes de droits humains? Quels sont les différents types d'implications? On va arriver à ces différents sujets. Et on a aussi hâte de vous entendre. Donc, vous pouvez intervenir sur le chat, sur ces différents sujets. Vous pouvez aussi vous présenter. Donc, je suis Chitira Vidyakumar. Je m'occupe de la communication à GFC et je suis actuellement en Inde. Je vais rapidement partager mon écran à nouveau pour pouvoir vous montrer l'agenda pour la journée. Donc, aujourd'hui, on va avoir ces présentations. Nous demandons aux orateurs, aux oratrices de parler environ 20 minutes maximum. Et donc, on vous enverra un message sur le chat pour vous dire quand il restera 1 minute ou 2. Donc, il y aura d'abord Peter Riggs de Pivot Point, Tamara Gilbertson de l'UN, Stéphane Leonard de l'ANGAP et Elenita Netz de groupe ETC. Ensuite, on aura une session de questions et réponses et de conversations ouvertes. Donc, on aimerait vraiment vous entendre. Alors, n'hésitez pas
à ce moment-là à ouvrir votre microphone et à parler. Et on fera une petite clôture avec une vidéo produite par GFC l'an passé sur les solutions réelles à la crise du changement climatique. Et on aura ensuite une conclusion, on partagera des ressources. Super. J'aime beaucoup voir les messages sur le chat. Donc, on peut y aller. Et je vais maintenant donner la parole à Peter Riggs, qui est le directeur de Pivot Point et qui est l'ancien coordinateur de l'Alliance pour les terres et le climat. Donc, Clara, je lui passe maintenant la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Chitira. Ici, c'est le soir et je voudrais remercier en avance Megan Morrissey et les autres interprètes. C'est le plus dur à faire de se remercier soi-même en tant qu'interprète, mais je dois vous remercier parce que vous devez interpréter ce mot étrange, donc de élimination, avec cette idée d'éliminer le carbone de l'atmosphère pour qu'il soit stocké dans les sols, dans les arbres, mais aussi éliminé pour être stocké dans des formations géologiques. En gros, c'est ça l'idée. C'est qu'on peut donc éliminer le carbone et d'autres gaz à effet de serre de l'atmosphère. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on est arrivé au point où on ne parle plus de réduction des émissions, mais on commence à parler de, euh, de multiplier les initiatives d'élimination du carbone, de déplacement du carbone. Je vais maintenant essayer de partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Je commence un petit peu par la fin, une question importante. Est-ce que donc le net zéro est une forme d'extractivisme? Beaucoup d'entre vous sont familiers et familières avec ce concept d'activisme qui est lié au colonialisme et à l'impérialisme et aux systèmes économiques mondiaux. Donc, c'est l'extraction de minéraux, d'eau, avec des cycles d'extraction qui sont liés à la logique du capitalisme. Et le net zéro, c'est un concept qui a émergé lors de l'accord de Paris. Et donc, on est de plus en plus inquiet. Et je dis donc on, c'est les personnes qui allons parler aujourd'hui, parce que net zéro est en train de devenir une nouvelle forme d'extractivisme. Je suis désolée, j'essaye d'arriver au bon endroit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est donc l'idée de mettre un prix et de transformer en marchandise les différents éléments de la nature. Comme vous pouvez le voir sur cette petite caricature, on voit des personnages qui mettent des prix et des codes barres sur tout qui bouge. Les animaux, les montagnes, les arbres. Donc, c'est comme ça que tout est transformé en ressources pour le marché. Avec quels objectifs on pourrait se demander? Et donc, les objectifs, c'est que les entreprises
essaye de se mettre en phase avec cette idée du zéro et qu'il y a l'adoption de cibles et d'objectifs qui sont donc basés sur l'approche net zéro. Et comment est-ce qu'on fait là? Je vais décrire 4 domaines dans lesquels les éliminations de carbone ont été donc prônées comme des solutions. Donc l'élimination du carbone a été suggérée comme une bonne idée par les personnes qui travaillent à modeler le climat. Donc les personnes qui travaillent pour le GIEC. Parce qu'ils faisaient donc une projection d'une croissance économique continue avec donc le business comme d'habitude et que tout continuait à fonctionner de la même façon. Et en même temps, les scientifiques du GIEC voulaient construire un certain nombre de scénarios pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Mais ça, c'était il y a plus de 10 ans. C'était il y a 15 ans. Pendant le cycle précédent du GIEC. Donc, si on projette une croissance capitaliste continue avec un développement, entre guillemets, continu et une consommation continue, il n'y a aucune façon possible de faire tout cela. Il est impossible d'augmenter la croissance et la consommation tout en restant euh, tout en restant sous une limite raisonnable de température. Donc, maintenant, on voit que les projections, c'est plus de 3 degrés de réchauffement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire que tout cela fonctionne? Haha, alors on va introduire un nouveau concept, c'est l'élimination du carbone. Donc, on va regarder les écosystèmes et les approches de géo-ingénierie et comment elles font pour éliminer le carbone, comment les écosystèmes éliminent le carbone, et on va développer la même chose. Est-ce que ça veut dire que le GIEC était déjà en train de développer ce type d'alternative? C'est important de se rendre compte. En fait, ils étaient en train de mettre l'élimination. Ils étaient en train d'introduire l'élimination du carbone dans les modèles sur le climat pour rester en dessous de 2 degrés d'augmentation de la température. Et en fait, ça veut dire qu'on prenait au sérieux un concept dans le modèle qui ne fonctionne pas dans la réalité. Et c'est ça qui a donné beaucoup de légitimité à ce concept. On a ensuite commencé à discuter d'un nouveau concept qui est celui de business as usual, comme on va continuer le business comme d'habitude. Donc, c'est avec l'idée que, OK, on va continuer et on va trouver une façon de décarboniser donc la planète. C'est des choses qu'on a pu voir dans l'initiative REDD+, par exemple. Et donc, un troisième domaine où l'élimination du carbone a été légitimée, c'est avec cette idée des compensations. Donc, les compensations vont au-delà de la question du carbone. On voit qu'il y a des compensations proposées pour la biodiversité, pour d'autres types d'élimination. Qui pourraient permettre la compensation d'une unité de quelque chose, qui pourrait être par exemple la faune sauvage.
Donc, ça crée cette idée que toutes les ressources sont fongibles et sont remplaçables, sont interchangeables. Et ça, c'est un pas nécessaire. Et c'est une idée qui était nécessaire pour rendre l'idée d'élimination du carbone acceptable. Le dernier contexte dans lequel on a vu l'élimination du carbone devenir légitime, c'est l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris n'en parle pas directement, mais il parle d'équilibrer les émissions et les éliminations jusque 2030. Mais je voudrais aussi vous dire d'où vient la définition actuelle. Donc, la définition proposée par le GIEC a été très importante. De la même façon que le fonds biocarbone de la Banque mondiale, les crédits CDM, les programmes nationaux de REDD+, donc autant d'institutions qui ont contribué à l'idée qu'il faut payer pour ces éliminations. Il y a aussi donc les marchés volontaires du carbone, l'article 6 de l'accord de Paris, et finalement Corsia, qui est le plan, le projet des entreprises d'aviation pour acheter des crédits et des compensations, les secteurs qui sont durs à abattre. Donc, voici un certain nombre de choses euh, qui ont comme but de naturaliser toute l'idée de l'élimination du carbone. Donc, c'est une façon de rendre cette idée normale. Et vous pouvez donc voir à l'écran une liste de programmes et des qui ont contribué à cela. Donc, mon temps va se terminer, mais juste, je voudrais juste dire que ce qu'on voit actuellement, c'est le greenwashing associé aux éliminations. Et voir les entreprises aériennes donc, qui ont un intérêt à utiliser les éliminations pour pouvoir continuer à polluer. Donc, on voit des entreprises de technologie, des entreprises pétrolières, des entreprises aériennes. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial? Donc, la majorité des utilisateurs de ces programmes de compensation et d'élimination sont dans le nord. Et les conséquences touchent les pays du sud. Donc, une fois encore, on voit les bénéfices aller vers le nord, tandis que les pays du sud sont les plus affectés. Donc, on a hérité de ce système de solutions fondées sur le marché, qui sont censées être des solutions fondées sur la nature. Il n'y a aucun problème avec les solutions fondées sur la nature des communautés, mais nous rejetons définitivement les solutions fondées sur la nature qui se sont frayé un chemin dans le GIEC et qui ont à voir avec la biomasse, les compensations, les plantations de monoculture. Nous devons toutes et tous séparer et distinguer cette idée d'élimination carbone et revenir à
des principes importants d'intégrité et de résilience. Donc, GFC crée un résumé très, très bon de tout cela en disant « Notre nature n'est pas votre solution. Nous n'allons pas vendre notre nature pour que vous puissiez dire que vous avez trouvé des solutions qui sont en réalité fausses. » Et donc, j'ai hâte d'entendre les autres oratrices et orateurs sur ce sujet et j'ai hâte aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter, pour cette présentation. J'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont tu approches les choses, parce que nous sommes vraiment d'une certaine manière conditionnés à voir les choses d'une certaine manière. Un an, si on élimine un carbone, alors du coup, on peut le remplacer. Et on voit que, évidemment, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Alors, avant de passer aux questions-réponses, nous allons donc passer à notre prochaine panéliste, Dr Tamara Gilbertson. Elle travaille dans le domaine de l'économie politique. Elle travaille à l'Université du Tennessee et donc pour des programmes également de gestion et de management. Et elle est l'auteure de nombreuses publications. Tamara, la parole est à toi. Merci beaucoup, Chitira. Merci à tout le monde. Je voudrais vraiment remercier aussi GFC de m'avoir invité à vraiment vous présenter mon travail. Je suis heureuse d'être ici, donc merci encore. Je vais peut-être reprendre là où Peter s'est arrêté et donc approfondir certains thèmes. Merci encore, Peter, d'avoir vraiment planté le décor. Alors, voyons un peu, comme le disait Peter, ce n'est pas que l'élimination, c'est une structure entière qui a été mise sur pied dans les dernières décennies. Et ce système ignore complètement la nécessité désespérée de vraiment sortir d'un système qui produit des émissions de CO2. Nous allons commencer par regarder l'article 6 de l'accord de Paris qui nous parle donc d'élimination autant technologique que biologique. Et je voudrais également vous toucher deux mots donc, du processus de soumission tel qu'il a été mis en place dernièrement. Alors, après 20 ans de tarification de la pollution, nous avons donc 68 instruments de tarification du carbone en opération. Donc, la demande en crédit carbone ne cesse d'augmenter face aux engagements pris par les entreprises de ce fameux net zéro, de zéro émission, principalement dans le secteur privé. Alors, depuis 2019, nous avons vu vraiment un changement dans la forme des marchés. Nous sommes passés d'un marché réglementé à un marché volontaire. Donc, il y a vraiment une dominance de ces marchés volontaires. Cela implique un changement profond dans le marché des émissions. Depuis 2021, nous voyons que les prix du carbone ne cessent d'augmenter, ce qui contribue également donc à une augmentation des revenus qui sont générés par ces nouveaux instruments. Il y a également des ventes aux enchères dans ces marchés des émissions. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Vous pouvez voir ici très brièvement un aperçu de la tarification du carbone, un peu des grandes tendances pour l'année 2022. Et ce changement est vraiment lié
à l'article 6 de l'accord de Paris. Alors, bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça dans quelques mois, mais tout cela est en discussion et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, de vraiment avoir un poids dans ces discussions. Donc, depuis les dernières 20 années, nous sommes vraiment dans un langage, dans une guerre du langage. Tout ce système de commerce des émissions est basé donc sur des mécanismes flexibles, sur le commerce, la tarification, etc. Dans le domaine de l'agriculture, nous parlons donc des agrocombustibles, des compensations, de l'agriculture intelligente, etc. Donc, tout ce thème de l'élimination entre également dans l'agriculture et change la discussion. En ce qui concerne les forêts également, donc ce langage se voit au travers de ce qu'on appelle les puits de carbone, les compensations forestières, tous les programmes REDD+, les solutions basées sur la nature. Donc ça, c'est vraiment ce grand parapluie de solutions basées sur la nature qui intègre absolument tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. On nous parle également de négatif carbone, de captage et stockage de carbone, de net zéro, etc. Donc, c'est vraiment tout ce nouveau langage des fausses solutions. Alors, je ne vais pas en parler plus donc, de la finance climatique pour aujourd'hui, mais il y a également encore là toute une boîte à ouvrir. Alors, que se passe-t-il dans l'article 6 de l'accord de Paris? Alors, je vais déjà parler de l'article point 2 qui donc nous parle et qui vraiment met en place les marchés internationaux des émissions. Donc, ces marchés sont régulés par les gouvernements et constitués par une base de données commune. Donc, cela est en discussion pour l'instant. Et l'idée est donc de lier l'article 6.2 à l'article 6.4. Et de cette manière, donc, que l'article 6.2 soit comme le parapluie général. Alors, cet article 6.2 s'appelle « Approche coopérative » et donc est lié aux contributions déterminées au niveau national, les fameuses CDN. Et donc cet article parle des ITMO qui se traduit par résultats d'atténuation transférés au niveau international qui seront donc utilisés comme compensation pour les CDN entre les États. Ces donc ITMO feront partie de cette base de données. Donc, je vous laisse imaginer de quelle manière ces marchés vont s'amplifier. Par exemple, certains pays qui ne pourront pas remplir leurs engagements pour les CDN pourront, sur ces marchés internationaux, transférer leurs résultats d'atténuation. Et il y aura tout un système de suivi pour donc voir quels pays ont atteint ces résultats, quels pays n'ont pas atteint ces résultats et de quelle manière ce système va être utilisé. Mais imaginez les possibilités de frauder un tel système. C'est tout à fait possible de compter plusieurs fois certaines émissions, de ne pas en compter d'autres. Il y a toute une liste de possibles lacunes dans ce système. Et donc, dans ces fameux ITMO, ces résultats d'atténuation transférés au niveau international, on ne sait même pas vraiment ce qui sera couvert par cela. L'article 6.4 a été utilisé au début pour mettre en place un mécanisme de développement durable, appelé SDM. On l'appelle maintenant le mécanisme de la base de données.
Il avait été donc proposé par des réunions préalables à l'accord de Paris. Mais brièvement, de quoi s'agit-il ici? Eh bien, c'est vraiment la base de tout le système de compensation carbone. L'idée est que ce mécanisme soit surveillé par donc la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Le problème ici, c'est que donc, certains fonds, comme le fonds d'adaptation, vont donc être dépendants de la supervision de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, cela pose de nombreux problèmes et de nombreuses questions. Pour l'instant, donc, ce comité de supervision est en train de développer ce que va signifier en tout cas cette élimination du carbone et donc tout ce qui sera pris en compte comme élimination du carbone. Alors ici, la discussion est aussi donc dans faire le lien entre l'article 6.2 et 6.4. Et cela donc, a de nombreuses conséquences. L'une d'entre elles, c'est également donc, l'intégration directe du secteur privé. Donc, l'élimination du carbone inclut tout cela, tout ce dont je viens de parler, comme donc, les solutions basées sur la nature, tous les types de compensation, que ce soit basé sur les forêts, sur les sols, les océans. On parle même maintenant de compensation océan. Donc, dans cette élimination, on a également toute la partie d'ingénierie. Et comme on en a déjà parlé, donc des fameux BECS et CCS, donc bioénergie avec captage et stockage de carbone. Nous avons donc de nombreux autres mécanismes qui sont listés ici à l'écran. On a également donc toute la géo-ingénierie également. Je ne vais pas entrer plus en profondeur. Je voudrais vraiment plus parler ici des formes de captage et de stockage. Alors, il s'agit vraiment d'une stratégie colonialiste qui est basée sur diviser pour mieux régner. Donc, dans ce type d'élimination du carbone, on ne voit que très, très rarement le respect donc, premièrement, du consentement libre et préalable et informé. On voit aussi que ces grandes entreprises du secteur ne jouent pas dans les règles. On ne peut pas dire que leur jeu soit propre. Ils utilisent vraiment tout type de stratégie très sombre pour éliminer tous les obstacles. On a vu, mes collègues l'ont vu également, de quelle manière ils utilisent la division en donnant des pots de vin à droite, à gauche pour donc éliminer la résistance des communautés sur le terrain. Lorsque l'on parle d'élimination biologique, il faut également bien comprendre qu'il y a tout un cycle derrière. Alors, lorsque les combustibles sont sous terre, il n'y a pas de conséquences sur l'atmosphère, etc. Mais c'est lorsque l'on sort ces carburants du sous-sol que
qu'ont lieu donc toutes ces émissions de carbone. Et ce sont ces émissions qui saturent notre atmosphère. Et le temps que ça prendrait pour que la Terre puisse à nouveau aspirer tout ce carbone, cela prendrait des milliers d'années. Il y a d'autres types de carbone dans l'atmosphère, hein. Et donc, il y a vraiment ici un cycle qui n'est pas viable. Et donc, l'élimination ne peut pas fonctionner car nous avons déjà saturé notre atmosphère. Et donc, le temps que cela prendrait à la Terre, hein, de manière biologique, d'intégrer à nouveau tout ce carbone, cela prendrait des milliers d'années. Alors, Tamara, désolée de t'interrompre. Est-ce que tu peux en arriver à la conclusion? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Il y a donc vraiment un intérêt à pousser donc, ces solutions basées sur la nature, comme je le disais avant. Donc, très rapidement, pour terminer, je voulais reparler de l'élimination du carbone avec bio-ingénierie. On voit que, par exemple, aux États-Unis en ce moment, il y a vraiment une course à ce stockage de carbone qui a des répercussions tout à fait terribles. On voit ici aux États-Unis, donc cette carte nous montre donc toutes les nouvelles infrastructures de construction pour l'extraction des combustibles fossiles. Vous pouvez voir ici donc en jaune principalement, hein, donc tous les nouvelles infrastructures hein, qui donc se communiquent entre elles. Cela impacte les communautés, les personnes qui vivent là-bas, et au niveau international, c'est vraiment une injustice climatique et donc pour l'environnement. Sur le terrain, nous essayons de travailler donc avec les communautés pour voir quel donc sera le futur, mais cela est très préoccupant en tout cas. Et donc le captage du carbone ne cesse hein, de grandir. Et je voulais donc simplement également souligner quelques problèmes hein, que l'on voit principalement aux États-Unis autour de la tarification du carbone. On voit que dans le secteur de l'agriculture, il y a de plus en plus d'argent qui vient des compensations carbone autour des forêts, ce qui fait partie aussi donc, de ces solutions basées sur la nature. Et si cela a lieu aux États-Unis, on peut aussi imaginer que cela a lieu dans le monde entier. Donc, mon dernier point, c'était vraiment aussi parler du processus de soumission auprès des Nations Unies. Et c'est très préoccupant de voir de quelle manière ces articles 6.2, 6.4 vont être combinés, liés, et de quelle manière cette élimination du carbone va être comprise dans donc, ce processus de soumission. Donc, nous essayons de travailler vraiment avec les communautés pour qu'elles puissent avoir une voix et dire ce qu'il est en train de se passer sur le terrain suite à cet accord et ces articles. Et de quelle manière ils sont obligés à certaines pratiques. Et donc, les programmes REDD+ ont vraiment été présentés comme un modèle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore loin d'avoir adopté ces articles 6.2, 6.4.
Les discussions sont encore en cours, hein, donc on a encore là un espace pour faire entendre nos voix. Il y a également un article 6.8 qui sera discuté à Dubaï lors de la prochaine COP. Et il faudra voir de quelle manière cet article sera également lié au 6.2 et 6.4. Mais je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai hâte d'en entendre plus lors de nos prochaines sessions. C'est tellement clair la manière dont tu nous présentes cela et de voir à quel point l'élimination du carbone, c'est une fausse solution. Et de quelle manière cela affecte les communautés et les communautés autochtones sur le territoire. Nous devons donc avoir le regard fixé sur les prochaines COP. Donc, merci encore pour cette brillante présentation. Et nous allons donc passer maintenant à notre dernier panéliste pour aujourd'hui. Il est président donc du programme sur la justice climatique. Il travaille en termes de développement stratégique et de plaidoyer. Il travaille également à l'élaboration donc de soutien stratégique pour les communautés. Donc Stéphane Léonard, la parole est à toi. Merci beaucoup, Chitira. Donc, j'ai souvent des difficultés à parler doucement et les interprètes me le rappellent souvent. Mais je vais faire de mon mieux et je leur dis d'avance merci, toute ma gratitude. Donc, on peut parler maintenant des implications des éliminations de carbone. Et je pense que c'est quelque chose qui a été évoqué par un peu tout le monde déjà. Donc, je vais en parler un peu brièvement en termes des risques clés. Et aussi, je voudrais contextualiser. Donc, on a vu des recherches qui ont été dirigées par l'Université de Melbourne et il y avait un rapport et je voudrais que l'on puisse se concentrer sur les choses que l'on peut faire en tant que communauté. Donc, est-ce qu'on pourrait passer à la prochaine diapositive? Donc, en termes des implications des éliminations, ce dont on parle à LandGap, c'est donc qu'il y a donc un appui. Enfin, les CDN se reposent beaucoup trop sur l'élimination du carbone. Donc, ce sont donc ce qu'utilisent les pays dans le cadre du processus sur le climat des Nations Unies. Donc, comme ça a été rappelé par les collègues, donc on a vu ces différentes catégories d'élimination. Donc, on voit qu'il y a différentes définitions. Il y a donc une définition dans l'article 6 donc du GIEC et dans l'article 6.4 de l'entité de supervision qui essaye de trouver une définition également.
Donc, il y a ces différents sujets qui ont été suivis par Tamara et d'autres. Et bien sûr, donc pour moi, cette documentation, je pense que je vais insister un peu moins sur la définition. Et j'ai essayé d'explorer différentes questions autour de cela et on voit qu'il y a une approche limitée autour des CCS et des PECS. Et on voit donc qu'il y a beaucoup de concentration sur ces sujets, mais donc il y a essentiellement deux catégories. Donc la catégorie biologique, donc on a l'approche biologique et l'approche géochimique avec donc la géo-ingénierie, la capture directe de l'air, l'altération avancée, donc des systèmes qui ne seront a priori pas utilisables avant 2030. Donc on voit aussi la question du stockage de la biomasse des océans, des formations géologiques profondes, notamment des lits de roches et dans le bois ou même dans le ciment. Donc, il y a différentes sources que nous avons utilisées pour cette recherche et ce rapport avec différentes catégorisations. Et donc, ce rapport et cette recherche a été menée par des scientifiques. Donc, des groupes autochtones ont également participé à la recherche et des représentants autochtones, des spécialistes sur les droits, sur la biodiversité, sur les forêts. Donc, on avait une bonne composition de l'équipe avec des scientifiques de différents sujets. Et sur la prochaine diapositive, donc on peut voir des messages clés qui émergent du rapport. Donc, les déclarations des pays en matière de climat s'appuient sur des questions d'élimination du carbone qui sont irréalistes et qui accroissent les pressions sur les terres. Il y a aussi donc une autre déclaration qui dit que plus de la moitié de l'aire terrestre totale qui a été donc déclarée pour l'élimination des carbones donc inclut de la reforestation, ce qui met aussi de la pression sur les écosystèmes, la sécurité alimentaire et les droits euh, des peuples autochtones. Ensuite, il y a une citation qui dit que donc, les hypothèses de comptabilité nette qui prennent pour acquis que le fait de planter des nouveaux arbres permet de compenser les émissions de, donc, de carburants fossiles et l'utilisation
et les changements d'utilisation des terres en ignorant donc les principes scientifiques et écologiques. Il y a aussi une citation qui dit donc que sécuriser les droits à la terre pour les peuples autochtones et les communautés locales est devenu la façon la plus effective pour éviter la déforestation, conserver la biodiversité et produire des aliments de façon durable. Et finalement, que l'agroécologie promeut donc la résilience socio-écologique à travers la restauration des écosystèmes et des fonctions écosystémiques et des services associés à travers des systèmes alimentaires et agricoles divers. Donc, on peut maintenant passer à la diapositive suivante. Et donc, on peut regarder les résultats. Donc, on voit qu'il y a une superficie plus grande que celle des États-Unis qui est proposée pour ces compensations et ces éliminations du carbone, ce qui n'est pas réellement réaliste. Et en termes d'impact, on peut regarder les impacts qui sont associés aux droits et aux questions de déforestation. Mais donc, il y a cette question, ce serait centrale, pardon, autour de l'idée de retarder la réduction des émissions. C'est Tamara qui l'a dit. Et effectivement, on n'a plus de temps. Et donc, quand on est dans cette stratégie d'essayer de seulement retarder les choses, et donc l'idée d'élimination du carbone, c'est juste une distraction, une stratégie de greenwashing et une stratégie qui permet de continuer à polluer. Et donc, c'est quelque chose qui affecte de nombreux secteurs et notamment les énergies fossiles. Et donc, je pense qu'il faut que l'on travaille à éviter ce type de propositions. Il y a aussi donc les violations des droits humains et des droits des peuples autochtones et des communautés locales en particulier, notamment les femmes, avec ces difficultés autour de la reconnaissance des droits fonciers, donc qui est lente et qui est liée à des processus violents. Par ailleurs, l'accaparement des terres et l'occupation de terres autochtones qui peut connecter avec des initiatives de restauration. Finalement, on peut voir les questions autour des femmes autochtones qui sont très, très vulnérables face à ces plantations et ces différentes propositions d'élimination du carbone. Et finalement, donc, la déforestation et la perte de biodiversité. Donc, toutes les forêts primaires qui continuent d'exister ont besoin d'être protégées de façon urgente car elles impliquent un stockage de carbone très élevé. Donc, j'ai quelques recommandations avec
donc des recommandations essentiellement en matière de politique. Donc, la protection des forêts naturelles qui existent avec un potentiel élevé d'atténuation, la reconnaissance des peuples autochtones et de leurs droits, la promotion de l'agroécologie avec plus de résilience des écosystèmes, des communautés et de la sécurité alimentaire. Et finalement, donc, on dit que le rapport Land Gap doit être utilisé par, par les institutions de la CNUCC. Donc, ce sera important que ce bilan mondial puisse prendre en compte les contraintes sociales et environnementales autour de ces questions et la faisabilité donc de ces propositions d'élimination du dioxyde de carbone basées sur donc l'air et donc que ce soit contrasté et donc mis en balance avec les CDN. On a aussi des recommandations liées au rapport biannuel sur la transparence. Donc, les premiers rapports sont attendus en décembre de cette année. Donc, il faut qu'il y ait plus de transparence sur les questions d'élimination dans le cadre de la CNUCC. Et ensuite, donc, comme le disait Tamara, il y a des processus en cours en lien avec l'instance de supervision et il y a donc un processus de réception et d'appel à contribution qui est en cours. Donc, c'est assez difficile de participer en tant que réseau. Et il y a des recommandations qui seront faites en août, donc le 28 août, entre le 28 août et la COP en décembre. Donc, il y aura la possibilité de regarder ces recommandations et de déterminer des positions sur ces sujets. Donc, il y a des façons immédiates de pouvoir s'engager sur ces sujets. Et avec cela, je vais terminer et j'ai hâte au reste de la session. Donc, merci beaucoup pour donc, nous avoir montré que donc, les stratégies d'élimination du carbone sont complètement irréalistes. Et on a déjà quelques questions dans le chat donc pour la session de Q&A, de questions-réponses. Donc, merci. Vous pouvez donc continuer à envoyer vos questions. Et finalement, on va donner la parole à la dernière oratrice d'aujourd'hui. Donc, c'est Elenita Nedbanio, qui travaille au groupe ETC, donc qui a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Et donc, c'est un groupe basé aux Philippines qui donc suit les nouvelles technologies et les impacts des nouvelles technologies sur les peuples autochtones, les questions alimentaires, agricoles et les peuples autochtones. À toi, Elenita. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, parfait. Allons-y. Voilà. Alors, on m'avait demandé donc de me concentrer sur les éliminations donc basées sur les territoires, sur les sols et le thème de la géo-ingénierie. Alors, je crois que nous avons déjà entendu des présentations très brillantes et complètes également, donc je vais essayer de ne pas répéter ce que mes collègues ont déjà expliqué.
Donc, je vais essayer de me concentrer sur donc, les éliminations qui ne sont pas basées hein, sur la terre et les sols. Et comme je le disais, je vais donc me concentrer sur la géo-ingénierie. Alors, nous avons déjà donc parlé hein, de l'article 6.4, des discussions qui sont en cours. Je pense que de nombreuses personnes ici dans ce webinaire ont déjà des connaissances sur la géo-ingénierie, mais simplement pour donc être tous sur le même pied. Géo-ingénierie donc se réfère à un ensemble de technologies qui sont destinées pour intervenir et altérer les systèmes donc terrestres à une échelle planétaire. Particulièrement donc manipuler le climat pour contrer donc les effets du changement climatique. Alors, il est important de rappeler que ces technologies sont vraiment à une échelle très large, une échelle planétaire. La plupart de la géo-ingénierie se réfèrent donc aux deux systèmes qui sont ceux dont on a parlé, l'élimination du carbone hein, et la gestion des radiations solaires. En ce qui concerne donc le CDR, l'élimination du carbone, c'est vraiment le point dont on a le plus parlé, car il y a ici une intention politique derrière. Et il faut bien se rendre compte que cette élimination du carbone fait partie des techniques de géo-ingénierie. On a essayé de séparer la gestion des radiations solaires de l'élimination du carbone, mais les deux font partie de cette technologie. Dans la Convention sur les changements climatiques, il y a un moratoire sur la géo-ingénierie. Et il y a vraiment donc une intention ici de maintenir un peu dans l'ombre hein, ces discussions sur la géo-ingénierie, sur la gestion des radiations solaires. Donc, il est important de suivre ce qu'il se passe, mais je pense que nous en parlerons dans un autre webinaire. Je vais vraiment donc plus parler de l'élimination du carbone et comme je le disais, a été intentionnellement séparé des technologies de géo-ingénierie alors que cela en fait partie. Comme je le disais, donc la géo-ingénierie est vraiment basée sur une intervention volontaire, intentionnelle pour modifier les systèmes naturels de la Terre. Alors, comme mes collègues l'ont dit avant, principalement dans la discussion sur l'article 6.4, il y a donc des discussions en cours sur l'élimination basée sur des technologies de géo-ingénierie. Il y a donc plusieurs types d'élimination, qu'elles soient basées sur la Terre ou basées sur les mers. Alors, il y a toute une série de nouveaux labels hein, que l'on crée pour un peu cacher ce dont il s'agit, d'une certaine manière. Nous avons parlé déjà des techniques basées sur les sols, comme donc les BECS, hein, la bioénergie avec captage et stockage de carbone ou captage direct de l'air. Il y a également donc des techniques d'élimination basées sur les mers, comme donc le contrôle de la météo, l'alcalisation des océans et la fertilisation des océans. Alors, désolé, ce sera assez technique, mais lorsque l'on parle de contrôle du climat,
on parle donc d'améliorer les conditions climatiques, les conditions météorologiques. Cela pourrait se faire donc dans des environnements terrestres, mais également marins. Alors, dans les deux cas, cela signifie également l'exploitation extensive des minéraux. Alors, cette technologie souhaite donc accélérer les processus de carbonisation des sols, qui est un processus naturel très long. Donc là, on souhaite accélérer ce type de processus. Dans les environnements marins, on parle également d'alcalinalisation des océans. Voilà, dans la longue liste des acronymes que nous avons tous mentionnés ici, donc cela s'appelle OAE, donc rendre les océans plus alcalins. Cela signifie ajouter des minéraux directement dans les océans ou les ajouter dans les plages afin de théoriquement augmenter l'alcalinisation des océans, ce qui permettrait d'éliminer le CO2. L'accélération donc des processus naturels du climat se fait également en ajoutant différents minéraux. Alors, bien entendu, cela signifie une plus grande extraction de ces minéraux. Donc, cela signifie les sortir d'un endroit pour les ajouter à un autre. Donc, cela, bien entendu, demande une utilisation massive d'énergie et d'eau pour faire cela. En conséquence, il y aura donc des impacts sur l'environnement, sur les droits des communautés et les systèmes alimentaires. Nous avons déjà vu ce type d'impact dans différentes communautés dans le monde entier. Alors, encore une fois, je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais voilà, au niveau donc, des droits des communautés et de l'environnement dans les zones d'extraction, la situation est tout à fait préoccupante. Et sans parler donc des effets de ces processus biochimiques sur la chaîne alimentaire dans les océans qui sont complètement inconnus. Donc, ce ne sont que des technologies théoriques. Alors, une autre technique de géo-ingénierie s'appelle la fertilisation des océans et je souhaiterais en toucher également deux mots. Alors, encore une technologie basée uniquement sur la théorie. Alors, il y a des expériences à petite échelle. Et donc, c'est une autre technologie qui, soi-disant, diminuerait également les émissions de CO2 et donc qui signifie ajouter de grandes quantités de nutriments micro ou macro dans les océans, principalement dans les zones de basse productivité biologique, afin donc de stimuler la croissance du phytoplancton. Alors, cette technologie est basée sur l'idée que cette croissance du phytoplancton aidera à absorber le CO2 de l'atmosphère et sera donc une manière de capter le carbone
à mesure que le plancton meurt et se décompose dans le fond des océans. Alors, la plupart des essais de cette fertilisation des océans ont été des échecs. Ici, aux Philippines, il y a eu un essai dans les années en 2007, plus ou moins, donc de la part d'un groupe de scientifiques australiens qui ont lancé des minéraux dans certaines zones de l'océan ici, afin donc comme je le disais avant, de promouvoir la croissance du phytoplancton. Alors, l'intention spécifique de cet essai était de pouvoir donc créer des crédits carbone à partir de la fertilisation des océans. En 2011, il y a eu une autre expérience au Canada, dans les eaux de Vancouver. Cette expérience s'est faite en lien avec une communauté autochtone pour montrer à cette communauté qu'ils pouvaient utiliser, gagner de l'argent à partir des crédits carbone qu'ils pourraient obtenir. Donc, au final, toutes ces expériences dans les dernières 20 années, donc toutes les expériences qui ont eu lieu, ne viennent que amplifier cette grande illusion des technologies de bio et de géo-ingénierie. Alors, quels sont les impacts potentiels de cela? Eh bien, je pense que toutes ces technologies de géo-ingénierie qui ont été promues massivement dans les dernières décennies ont vraiment montré leur côté obscur, négatif, parce que nous avons bien pu voir sur le terrain, dans les communautés, que cela ne fonctionne pas, que cela a des conséquences qui sont complètement méconnues et qui peuvent être tout à fait négatives. Alors, j'en arrive à la fin. Simplement, donc, rappeler que les phytoplanctons peuvent aussi réduire les niveaux d'oxygène et donc diminuer la vie dans les océans. Donc, il y a vraiment des conséquences tout à fait contre-productives. Alors, il faut bien rappeler que la discussion sur l'article 6.4 a très peu pris en compte tout cela. En 2008, la Convention et le protocole de Londres sur donc, les déchets et sur la fertilisation des océans donc, a adopté un moratoire là-dessus. Donc, il faut bien rappeler que nous n'avons aucune idée de ce que cela peut provoquer. Alors, il y a vraiment une illusion totale qui veut nous faire croire que la géo-ingénierie va régler la crise climatique. Aucune de ces techniques ne cherche à s'adresser directement aux racines du changement climatique, aux causes profondes. On ne regarde que les symptômes. Alors, les facteurs profonds du changement climatique peuvent continuer sans devoir changer. Donc ça, c'est aussi un problème. Merci encore. Merci beaucoup, Annette, pour cette présentation très scientifique et technologique qui nous permet de comprendre sur quoi sont basées ces techniques et le message qu'elles continuent à véhiculer. Et merci encore de nous montrer de quelle manière les impacts négatifs peuvent continuer sans faire face à aucun obstacle. Donc, merci encore pour ces présentations.
Toutes les ressources qui ont été présentées ici seront donc partagées dans le chat, mais également vous les recevrez par mail à la suite de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à bien suivre votre boîte mail. Et nous allons donc passer maintenant à notre dernière partie, donc de questions-réponses. J'ai vu dans le chat déjà certaines questions. Et je voudrais donc commencer par la question d'une des personnes ici qui nous a demandé si on pouvait envoyer une liste des acronymes parce que pour les personnes qui ne sont pas vraiment dans ce domaine, cela peut sembler un peu trop. Donc, en effet, c'est une très bonne idée. Alors, ne vous inquiétez pas, même les spécialistes parfois ont du mal à suivre tous ces acronymes car il y en a tellement. Et ce n'est pas non plus un sujet simple à traiter et à comprendre. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons voulu faire ce webinaire pour vous donner une introduction à donc, ce thème et nous vous enverrons un glossaire. Alors, une autre question ici, c'est s'il y a des propositions de la part des panélistes sur comment faire les choses. Est-ce qu'il y a des alternatives? Alors, si l'une de nos présentateurs ou présentatrices souhaite répondre à cette question, Peter, tu souhaites commencer? Alors, de quelle question parle-t-on exactement? Désolée, est-ce que l'on peut voir qui nous a proposé cette question? Alors, la question est vraiment sur quelles sont les alternatives que vous pourriez proposer. D'accord, parfait. Alors, il y a quelques alternatives, en effet, que l'on peut regarder. Donc, la première serait donc vraiment communiquer aux décideurs politiques le fait que l'équilibre entre l'élimination du carbone et les émissions n'a aucun sens, car la possibilité d'intégration et d'élimination est trop faible par rapport au taux d'émission. Comme il a été dit aussi dans le chat, je crois que Tamara en a parlé, nous devons vraiment travailler à la réduction des émissions. Il y a donc toute une narrative autour de l'élimination, mais il y a également une narrative alternative. Je sais que de nombreuses personnes travaillent très dur pour proposer des solutions basées sur la terre, sur le sol, mais qui n'incluent pas les marchés des émissions, mais qui sont donc plutôt concentrés sur des solutions réelles. Et d'ailleurs, j'en profite pour donc donner la question de Victor dans le chat, qui nous demandait si les entreprises pourraient travailler de manière différente. Eh bien oui, ils peuvent le faire. Il y a vraiment de nombreuses alternatives qui existent déjà et qui peuvent être mises en place. L'une des choses les plus importantes, je pense, que l'on peut faire est de discuter et de vraiment communiquer sur les limites de la science. Alors, je voudrais vous partager un graphique, donc laissez-moi quelques minutes pour le trouver, je reviens après. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait donc dans nos présentateurs, présentatrices, répondre à cette question? Donc, quelles seraient les alternatives que l'on pourrait proposer? Oui, alors, je pense que c'est une question que l'on entend très, très souvent, en effet, parce que souvent on ne parle que des problèmes.
Mais simplement pour donner quelques éléments de contexte avant de répondre. Le plus grand programme d'atténuation de la Convention sur les changements climatiques est basé sur les marchés carbone. Dans la Convention des Nations Unies, il n'y a rien d'autre. Donc vraiment, nous sommes l'alternative. Cette alternative, c'est nous, c'est de montrer ce qu'il se passe, de proposer d'autres manières de faire. Mais avant, la première étape est de pouvoir exposer ce qu'il se passe. Tant que cela n'est pas fait, nous ne pouvons pas avancer. Parce que ce sont ces programmes qui dirigent tout finalement. Il faut bien comprendre que les entreprises font de l'argent grâce à ces marchés. Donc notre travail aussi donc, est de lutter contre cela, mais aussi de créer des espaces où nous pouvons faire les choses différemment. Et un des grands défis est justement de pouvoir faire entendre notre voix. Et souvent, on se dit, oui, bon, alors qu'est-ce qu'on fait hein? Il y a un exemple, par exemple, auquel je pense, donc, de vraiment diminuer l'extraction. Et cela prend du temps, mais cela fonctionne. Alors, bien entendu, il y a une grande complexité dans ce thème de diminuer les émissions à la source. Mais c'est cela qu'il faut faire. Autre point important à regarder, c'est le montant des subventions qui sont données aux industries fossiles. Ces nombres vont à des trillions de dollars payés donc, aux et par les corporations. Il y a des milliers d'études qui montrent que les entreprises, que ces grandes corporations ne fonctionnent que grâce aux subventions publiques, donc aux subventions qu'elles reçoivent des gouvernements. Donc, si on change l'objectif de ces subventions, et si au lieu de donner les subventions aux entreprises, on les donne à des structures économiques basées sur les communautés, le changement est là. Et comme d'autres l'ont déjà dit, les communautés ont déjà les réponses. Les communautés, entre autres les communautés autochtones, ont déjà les solutions, elles savent de quelle manière fonctionne la nature. Donc, il n'y a pas d'autre. La première alternative est de vraiment faire confiance à ces communautés et de faire en sorte que ce soit elles qui reçoivent ces subventions. Merci. Oui, Stephen? Oui, merci beaucoup. Alors, une question intéressante, de quelle manière faire les choses? Alors, en effet, c'est une question à laquelle on devrait réfléchir plus en profondeur, sans aucun doute. Alors, la première chose serait peut-être de reconnaître ce qu'est la Convention sur le changement climatique, de voir ce qu'elle est réellement. On s'imagine parfois que c'est une immense contribution pour sauver la planète. Mais en fait, cette convention est plus basée sur le contrôle des dommages, simplement. C'est un système qui est influencé massivement par l'industrie des carburants fossiles. Et elle est donc
pleine de l'idéologie capitaliste et cette donc, convention est basée, comme cela a été dit, sur les marchés carbone. Et donc, c'est une convention qui a été écrite par les pollueurs pour les pollueurs. Et donc, c'est une convention qui ne fait qu'aider les grands pollueurs à continuer donc leur business as usual, comme on dit. Je pense que face à cela, GFC est un réseau très intéressant donc, qui travaille avec les mouvements pour la justice sociale, etc. Mais en effet, il faudrait peut-être mettre plus l'accent sur la notion d'extractivisme capitaliste et de vraiment regarder les racines de cette injustice sociale, écologique, pour aller aux racines de ces grands problèmes. Et peut-être donc regarder à l'intersectionnalité de différents thèmes pour aller aux racines de ces grands problèmes serait important, donc il devrait être promu. Alors, je vois que Net a la main levée, je te laisse la parole. Alors, très brièvement, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Tamara et Peter viennent de dire sur comment donc faire les choses d'une autre manière. Et je veux également souligner que donc la réponse des solutions technologiques n'est pas réelle. C'est vraiment une idéologie qui est d'ailleurs complètement dominante dans la Convention sur le changement climatique. Nous devons donc être très réalistes sur ce que cela signifie. Et je pense qu'un autre objectif que nous devons avoir est d'exposer ces thèmes. Et au lieu de se demander peut-être de comment faire les choses à l'avenir, et de se rappeler comment les choses ont déjà été faites et sont faites sur le terrain. La plupart des technologies de géo-ingénierie qui sont promues sont promues par les mêmes acteurs qui sont à l'origine de ces problèmes. Nous savons que les grandes entreprises comme Shell, etc., sont celles qui financent ces technologies. Donc, au lieu de changer le système, elles n'offrent que des pansements technologiques. Et cela est une solution simple, d'une certaine manière, qui est proposée au gouvernement. C'est, regardez, nous avons la solution. Alors que finalement, derrière cela, ce sont les grands millionnaires qui réfléchissent et financent ces pansements technologiques. Et donc, il suffit de regarder qui finance cette géo-ingénierie pour savoir quelles sont les intentions. Oui, Chitira, si je peux me permettre, simplement rappeler que lorsque le GIEC a modélisé donc, les émissions futures, une des alternatives a été la décroissance. Et dans toutes les modélisations du GIEC, nous pouvons voir que la croissance des émissions n'est pas viable. Donc, parler d'élimination du carbone, c'est déjà prendre en compte que la croissance va continuer. L'élimination ne peut se comprendre que dans un contexte de croissance continue.
Merci beaucoup pour ces réponses. C'est très intéressant. En regardant un peu dans le chat et les questions, les commentaires, en effet, il y a vraiment, donc, de nombreuses personnes se demandent, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de continuer dans ce système? Alors, je vois donc que cette question revient plusieurs fois. Donc, simplement rappeler que nous avons une vidéo sur les solutions réelles. Donc, nous pouvons partager cette vidéo avant de terminer. Merci de rester. Cette vidéo est très courte, mais elle donne donc des réponses. Elle est en anglais, en français et en espagnol. Alors, comme le montrent les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et sur l'adaptation au changement climatique et son atténuation, la planète se trouve à un point critique. Les effets dévastateurs d'une hausse de température de 1,1 degré sont déjà visibles. Nous avons dépassé les 420 parties par million de CO2 et nous devons effectuer des transformations rapides dans tous les systèmes pour éviter les pires impacts climatiques. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent atteindre leur pic avant 2025, puis être réduites de 43% d'ici 2030. Mais les engagements et les promesses actuelles des gouvernements et des entreprises en matière de climat ne nous mèneront pas là où nous devrions arriver. Nous n'avons pas le temps pour les fausses solutions telles que les marchés du carbone, les compensations carbone, les engagements net zéro, les plantations d'arbres en monoculture à grande échelle, la bioénergie, les solutions techniques et les systèmes agricoles dits intelligents. Les groupes les plus vulnérables, comme les peuples autochtones, les femmes, les communautés en première ligne, continuent de ressentir les effets de plus en plus dévastateurs du changement climatique. Nous devons répondre de toute urgence aux crises interdépendantes du changement climatique, de la déforestation et de la perte de biodiversité. Heureusement, des solutions existent. De nombreux groupes autochtones appliquent déjà des solutions réelles, juste en termes climatiques. Allons voir les communautés autochtones sur leur territoire. Ce sont les femmes qui sont à la tête de la protection de la biodiversité et des systèmes écologiques pour que les communautés puissent être autosuffisantes. Ce sont les femmes qui défendent les territoires forestiers et la biodiversité.
Ce sont elles les principales gardiennes des semences natives. Elles protègent la biodiversité, les plantes médicinales qu'elles plantent dans leur jardin. Elles sont également les protectrices des variétés natives. Elles ont donc un rôle fondamental dans la conservation environnementale et dans la lutte contre le changement climatique. Les peuples autochtones, les femmes en particulier, pratiquent l'agroécologie, qui sont des formes équitables et justes de contrer le changement climatique. Nous avons revendiqué nos droits territoriaux en vertu de la loi sur les droits forestiers. Nous protégeons la forêt car nous en obtenons de nombreuses médecines naturelles et des produits forestiers mineurs qui sont utilisés pour le culte, les usages spirituels ainsi que l'alimentation. En tant que femmes, nous sommes celles qui restent dans nos communautés pour prendre soin de notre forêt. Nous cultivons des jardins familiaux, nous préservons l'environnement. Dans notre projet, nous sommes également en train de reboiser plusieurs endroits qui ont été brûlés. C'est de cette manière que nous prenons soin de la nature. Des communautés et des mouvements se mobilisent de façon croissante pour lutter pour leurs droits et préserver les écosystèmes et les ressources naturelles. Nous avons réalisé que la participation des femmes ne devait pas se limiter aux communautés, aux postes clés, mais que toutes les femmes doivent être conscientes et informées des politiques, des lois, des pratiques et être présentes dans toutes les activités liées à la forêt. Il ne pourrait y avoir de véritable action climatique sans justice de genre, sans justice climatique et sans justice sociale. Et ce n'est pas difficile que ça en a l'air, on peut y arriver si l'on se concentre sur les véritables solutions qui existent déjà. Alors, nous souhaitions fermer sur des mots d'espoir et nous espérons que cette vidéo a semé cet espoir. Merci encore pour cette discussion brillante, très intéressante. Nous allons partager toutes les ressources qui ont été présentées aujourd'hui avec vous tous, vous toutes. Merci encore d'avoir fait possible, d'avoir rendu possible ce webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous nos présentateurs et présentatrices pour avoir partagé vos connaissances, vos savoirs. Merci encore à nos interprètes. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés aujourd'hui. Et merci à tous et à toutes de votre participation.